Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le plateau d'Al-Mouatine le professeur Abdellatif Fekkak qui nous vient du Maroc. Monsieur Fekkak, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui explicitement et spécifiquement pour participer à cette émission. À Bruxelles, je vous remercie et bonsoir à tous les auditeurs. Donc nous allons traiter aujourd'hui la thématique du sommet africain, Ro Africa, qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours à Abidjan. C'est ça. Mais avant d'entamer notre discussion autour de ce sommet, nous allons éventuellement faire une petite lecture de votre carte visite. Donc, directeur de recherche à doctorale à l'ISKE. Donc, c'est une école qui est à Casablanca. Oui, alors l'ISKE est connue depuis une quarantaine d'années, depuis les années 71, donc j'ai commencé en 1976, et c'est une école qui a tellement évolué, qui a formé beaucoup de cadres, beaucoup de ministres, au moins 17 ministres, 24 secrétaires d'État et un certain nombre de directeurs généraux. Et aujourd'hui, donc, je suis parmi des directeurs de recherche de cette institution qui s'appelle Institut marocain ISKE, Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. Et aujourd'hui, nous avons un cycle doctoral et ma fonction, c'est de préparer les gens à préparer des thèses de doctorat avec des problématiques, avec des méthodologies, parce que ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas raconter une histoire, c'est pas un journal intime, mais une thèse, elle a des règles, elle a pour que vous rentrez dans un club scientifique, il faut avoir les mêmes modes de raisonnement, les mêmes lignes de réflexion à travers le monde. Tout à fait. Vous êtes aussi professeur de management et consultant en stratégie euro-africaine. Alors là, j'ai enseigné pendant pratiquement 25 ans à l'ISKE et dans d'autres universités et des grandes écoles donc au Maroc, également aux États-Unis à Georgetown, et également en Espagne, en France. Et là, ma spécialité, c'est les stratégies, la politique générale, mais c'est surtout la théorie des organisations pour les entreprises. Voilà donc en gros la thématique qu'il y a. Vous avez aussi un doctorat d'État en économie. Alors en économie, effectivement, c'était donc dans les années 1998. Alors c'est une thèse qui concerne l'État, la région et les entreprises, qui sont les trois piliers assez importants et qui permettrait donc d'avoir une viabilité pour la régionalisation du Maroc. C'est un pavé qui fait 1000 pages à peu près. Vous avez travaillé sur ce projet de la régionalisation, c'est-à-dire sur la région qui est urbaine, rurale, et entre les deux, il y a le concept qui regroupe ce qu'on appelle la régionalisation pour tirer les gens du rural vers le haut. Sinon, il y a des bidonvilles, on devient une ville bidon, et le risque pour les pays africains, comme d'ailleurs un petit peu dans tous les pays, c'est la ruralisation de les villes grâce à la pression démographique. Et là, c'est un doctorat d'État en économie qui concerne aussi les universités, puisque le sujet... Alors les universités, il y en a 3, donc on avait prévu qu'il y a les universités publiques, les universités privées, et entre les deux, il faut créer des universités qu'on appelle entrepreneuriales, qui sont ni publiques ni privées, parce qu'il y a la faillite du public, il y a peut-être la puissance et la montée du privé, car ils n'ont pas les contraintes de la gestion à caractère public, et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais entre les deux, on peut trouver au coût moyen où la région peut participer au niveau du capital avec les parents d'élèves, avec les banques, les assurances, avec généralement ce qu'on appelle le patronat, qui ont donc 2 types d'associations. C'est l'association au Maroc, la CGEM, ou bien les chambres de commerce, et ça permettrait donc de donner une nouvelle pulsion de ce qu'on appelle aujourd'hui comme des entreprises qui sont par définition entrepreneuriales, mais l'université en elle-même va apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Ok. Vous avez aussi un doctorat en sciences de gestion, Paris 9, Dauphine. Alors là, c'était sur l'État, le patronat et l'entreprise. Ça se rapproche.
Et là, il fallait définir quel est le modèle d'État, quels sont les modèles de type économique sur lesquels j'avais beaucoup travaillé, mais qui devraient être adaptés à l'État et qui étaient aussi adaptés au niveau du patronat. Car vous savez qu'un peu en France, ou etc., ou dans les parlements, la démocratie n'est pas forcément ramène les gens les plus intelligents. Si vous mettez une cinquantaine de brebis et vous mettez 2 étalons, les gens vont voter pour les brebis galeuses. Oui. Et donc dans le Maroc, il y a 50% de gens qui sont illettrés. Alors on ne comprend pas pourquoi les gens puissent voter pour eux. Ils sont dans un sanctuaire de loi, et comme un individu qui est illettré, un alphabète peut donc passer un état de droit, de passer d'un état théologique vers un état de droit. Or, on se retrouve avec des passe-droits, et c'est une problématique de gouvernement, de gouvernail, de bonne gouvernance, de la société en elle-même qui pose un problème, un état de droit. Okay. Voilà. Okay. Vous avez aussi un doctorat, un 3e doctorat en sociologie politique et relations internationales, obtenu à Paris 10 Nanterre. Alors là, j'étais un peu influencé par un de mes directeurs, Feu Raymond Aron, dont j'étais l'élève pendant 2 ans et demi, puis assistant pendant 6 mois, où je le suivais un petit peu au Collège de France, à l'Institut Moral, et il m'avait donc poussé à travailler sur les partis politiques. Peuvent-ils être considérés comme des marabouts? Sont-ils des courroies de transmission d'une idéologie locale? Peuvent être d'une dimension locale? Ou alors ils vont faire émerger le népotisme? Donc il y a, et comme nous avons une royauté au Maroc, il y a une espèce de monarchisation des institutions, une monarchisation des partis politiques. Ce qui fait que les partis politiques aujourd'hui ne fabriquent pas, parce que ça devrait être une école de compréhension humaine dans le cadre de la démocratie pour tous et la méritocratie pour chacun. Or les partis politiques sont je dirais, éloignés, ils se sont éloignés de l'ensemble des partis politiques et des syndicats, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement pas de cadre. Il y a des technocrates avec lesquels on travaille, mais les partis politiques, c'est une véritable catastrophe au niveau, parce que la démocratie n'avait pas fonctionné. Bon, il y a des raisons, bien sûr, au niveau de l'État, ce qui est assez important, mais il y a aussi les institutions, car le capital immatériel d'un État, c'est d'abord c'est les leaders, il faut les fabriquer, il faut les changer, et deuxième chose, c'est les structures institutionnelles, et je dirais là, au niveau du capital immatériel, c'est la qualité de l'ensemble des institutions, leur fonctionnement. Et la troisième chose, c'est le niveau de la culture qui a baissé. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons au niveau des partis, nous avons des cyclistes, vous avez des gens qui n'ont pas de brevet, vous avez des gens qui ont une simple licence. Il faut une éducation à la démocratie. Et ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de vision de type continental, de type africaine, car la mondialisation aujourd'hui, elle casse tout, elle détruit tout, rien ne lui est sacré, et ce sont donc des gens qui restent attachés. Alors, pour donner une expression métaphorique, c'est un peu comme des enfants qui regardent la Terre plate, avec des yeux naïfs. Et un adulte vient leur dire, écoutez, c'est un trompe-œil, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Pour la voir ronde, il faut changer de vision et il faut changer de position, car ronde, vous ne pouvez pas la voir, c'est un système théorique. C'est comme un peu l'écriture. L'écriture, c'est un véhicule de mode de pensée et qui permet à un individu de passer vers la représentation et une abstraction. Sinon, on resterait sur la théorie des graphes. Les gens dessinés, la transmission, etc. Or, l'écriture, c'est une représentation. Et c'est quand quelqu'un est illettré, je ne sais pas comment, il arrive à faire la loi, il devient une espèce de brebis. Alors, on n'en a plus besoin de brebis. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin des potentialités, sinon toutes les potentialités aujourd'hui que l'on rencontre en Belgique ou en Europe ou aux États-Unis, c'est quand même 56% de gens qui fabriquent l'avenir, qui fabriquent la science, qui fabrique l'ensemble. Et même, je dirais, aux États-Unis, il y avait
association de 181 personnes des Marocains, dont l'un ou deux faisaient monter les lanceurs de Looked. Et il y en a un qui a 81 brevets chez Google. Un garçon de l'ISCAE que j'avais rencontré pour visiter Google, donc à Silicon Valley, eh bien, est un ISCAïste. Ça m'a fait un grand plaisir de l'avoir eu comme étudiant et qui m'avait fait visiter les 45 hectares. Pardon. Oui. Vous êtes aussi président think tank Maghrébine Emri. C'est une organisation, une institution, un centre de recherche. Alors c'est un think tank marocain qui s'appelle l'Institut marocain des relations internationales, qui a été mis en place pour des raisons, on manquait de think tank, on manquait de visionnaires, on manquait d'idées, et avec des amis qui est présidé par Jawed Kaldoudi, une cinquantaine de chercheurs, et nous écrivons, nous faisons des livres, des articles toutes les semaines, des forums une fois par an, et nous voyageons dans différents pays en faisant donc non seulement des contacts, mais des partenariats avec d'autres pays. Alors vous avez l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, on a été un peu partout. Et donc je suis vice-président presque depuis 13 ans. Super. Vous êtes aussi, pour terminer cette vaste carte visite très riche et très intéressante, vous êtes aussi auteur de différents articles et plusieurs livres. Alors si vous voulez que j'en parle, mais oui, il suffit de rentrer, de mettre le professeur Fkak Abdelatif sur YouTube. Oui. Et vous aurez donc 120 ou 130 interviews. Il y a vraiment sinon, beaucoup, vous rentrez dans Google ou alors Facebook, vous mettez le nom, et puis vous avez le CV, et puis vous avez la liste des livres qui sont un petit peu variés en fonction des études et en fonction des besoins. On devient, quand on est chercheur, avec un triple doctorat, professeur pendant 25 ans, on devient des 4x4 tout-terrain. On va rentrer dans le vif de notre sujet du jour, donc le 5e sommet euro-africain qui a eu lieu il y a 10 jours, plus ou moins à Abidjan. Quel était, selon vous, professeur, l'ordre du jour de ce sommet? Alors au début, il était prévu, comme un petit peu toutes les organisations où l'Afrique est à 30% de la richesse mondiale, est considéré comme le premier pays de matières premières, mais il n'a pas de matière grise. Ils se sont sauvés, c'est la fuite des cerveaux, ce qui fait que l'Afrique est très riche, mais les gens sont pauvres. Alors la problématique, c'est que c'est devenu une bête avec des prédateurs, et les prédateurs, c'est l'Inde, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est les grandes puissances. Oui. Alors l'Europe, elle vient de prendre conscience que si vous laissez l'Afrique, elle risque d'être prise par d'autres. Et le 5e sommet avait pour thème l'avenir de la jeunesse africaine. Or, ce thème ne convenait pas tout à fait au chef d'État, et il a glissé vers deux problématiques. C'est l'immigration d'abord, et deuxième chose, comment résoudre le problème de la régression d'un certain nombre de passeurs des immigrants, et c'est devenu de l'esclavagisme où certaines personnes acceptent d'être esclaves pour simplement se sauver de leur pays, mais il y en a d'autres, c'est la traite des êtres humains, et donc la Libye, un peu la Mauritanie, et surtout dans le Sahel, parfois où on exploite ces gens pour le terrorisme avec le côté, je dirais, l'algérisario. Ce n'est pas l'Algérie, mais c'est l'algérisario qui le pousse. Donc vous avez donc les grands caïds du terrorisme proviennent d'origine, sont algériens, mais on les appelle les Afghans, et là ça pose des tas de problèmes, et donc l'immigration devient un véritable problème avec l'esclavagisme. Et là, ils ont discuté, c'est devenu un ordre du jour, avec une problématique des stress, tels que l'ouverture de l'Afrique, comment arrêter ce type de fléau, mais surtout comment aider l'Afrique à se développer avec le nouveau concept qui est développé par Sa Majesté Mohamed VI, mais qui est aussi développé, qui est un concept assez connu, c'est le co-développement, pour qu'on stabilise les gens sur place et leur montrer un petit peu les dangers. Enfin, on ne demande pas aux gens de les aider, mais le concept aujourd'hui de l'Europe, c'est de dire un peu avec une expression chinoise ou un proverbe chinois, on ne vous apprendra pas, on ne vous donnera plus
de l'aide. Comme on vous donnera un poisson, mais on va vous apprendre à pêcher. Tout à fait. Et selon vous, professeur, est-ce que ce sommet a atteint les objectifs pédagogiques ou andragogiques qui ont été justement poursuivis? Non, pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi? Ce fut, je dirais, une thérapie de choc pour le monde. Les Africains ont retenu le choc de la France et des pays européens qui ont dit qu'ils vont réfléchir aux problèmes pour résoudre. On va mettre des commissions, ce qui fait qu'on va passer ça au calendrier grec. Et les Africains, ils n'ont pas retenu de thérapie, car il va falloir qu'ils comptent sur eux-mêmes. Et on ne peut pas donner des visas à tout le monde avec l'immigration. La misère du monde ne peut pas être en Europe, car il y a des gens qui payent des impôts et il y a des présidents de République qui sont là pour gérer un pays. Ils ne peuvent pas remplir plus que... L'Europe n'est plus capable aujourd'hui d'avoir une croissance pour pouvoir récupérer la misère du monde. Quelles sera, selon vous, les solutions à proposer justement pour remédier à ce problème? Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle au niveau de la mondialisation, qui est, elle casse tout, elle détruit tout, c'est un bulldozer qui, je dirais, rien ne lui est sacré, il n'y a pas de frontières culturelles, il n'y a pas de frontières économiques et politiques, et il n'y a pas de frontières aussi satellitaires des images, ça c'est extrêmement important, et l'Afrique doit donc réfléchir à une vision de type, d'abord le regroupement, parce qu'on ne peut pas rester avec 54 États complètement. Il y a déjà l'idée de la CEDEAO, où il y a une quinzaine de pays, plus le Maroc qui va être le 16, et déjà ils vont se rassembler à l'image de l'Europe, c'est d'avoir la même carte d'identité, le même passeport, pas de frontières, la même monnaie avec le mois, et surtout l'OADA, c'est-à-dire l'harmonisation de l'ensemble des lois. Mais là, il faut une vision et il faut qu'il y ait des hommes nouveaux, pas ceux qui sont fait monter par les partis politiques qui ont connu les coups d'État, qui ont connu tous les... Alors là, les binationaux qui ont fui leur propre pays et qui se retrouvent en Europe doivent en général jouer un rôle dans le cadre d'une fédération pour qu'ils puissent revenir, comme un peu le football au niveau africain. Si vous tous les footballeurs du Maroc, du Niger, du Sénégal et de l'Égypte et de la Tunisie, il n'y a pas un qui est mononational. Ils sont tous binationaux. Autrement dit, c'est la France qui joue contre la France. Au Sénégal, c'est une petite équipe française. Et le Maroc, c'est une équipe européenne qui joue. Il n'y en a pas un. On a fait rentrer quelqu'un d'une équipe locale, Ouida Douraja, je ne sais pas, mais le reste, en Tunisie, l'Égypte, c'est exactement la même chose. Pourquoi on ne ferait pas ça, la même chose, au niveau politique, puisqu'ils jouent avec le même drapeau, le même l'hymne national? Justement, c'est la question que vous allez vous poser, cher professeur, c'est que au niveau du football, ça marche très bien, mais au niveau de la production, de développement, etc., en Afrique, on voit quand même qu'il y a une certaine restriction, une fermeture, ou même un certain système endogamique. C'est un peu typique à tous les pays africains. Et pourquoi, selon vous, ça ne marche pas? Alors ça ne marche pas parce que finalement, dans le cadre politique, les partis politiques présentent eux que ce qu'ils veulent et ils ne sont qu'à la... c'est le reflet de la société en elle-même, parce qu'un parti politique, c'est un petit microcosme. Quand il a la conquête du pouvoir, il a le pouvoir, ben, il reproduit ses tentacules et sa vision des choses. Mais la réussite des footballeurs, ce sont des acteurs qui aujourd'hui offrent des spectacles au niveau mondial, et c'est 4 milliards de gens qui les regardent, mais ils ne sont pas des purs Marocains ou des mononationales sénégalais ou autres. Ils viennent de l'Europe. Il va falloir trouver une idée avec les Européens pour que les binationaux, je dirais les bicontinentaux, puissent se regrouper et venir dans un cadre du PPP, partenariat public-privé, pour 35 ans, pour l'eau, l'électricité, puisque certains pays aujourd'hui, au niveau de la Tunisie, le Maroc et tous les pays africains n'arrivent plus à gérer l'électricité, l'eau, les détritus, les transports, le problème d'éducation, le problème de la santé. Alors le PPP, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'investissement des hôpitaux par exemple, ou de l'autoroute, et vous récupérez votre argent au bout d'un certain nombre d'années, 35 ans ou 40 ans. Mais il y a d'autres problèmes, c'est
c'est l'agriculture, c'est tout le problème de l'âge. Mais là, il vous faut des visionnaires avec un esprit continental. Mais si c'est du népotisme, on a les résultats du népotisme des partis politiques, tous confondus. On va faire une petite digression pour retourner un petit peu en arrière et discuter du lien qu'il pourrait y avoir entre l'esclavagisme et ce sommet euro-africain. Et je pense qu'il y a un ensemble de stress démographique, sécuritaire, etc. qui existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'ils sont cet ensemble de stress, justement, qui sont des obstacles, justement, à la réalisation de... Bien sûr. Voilà. Alors, c'est pas une régression, je pense que c'est une continuité. Lorsqu'on arrive à un stade de régression de l'Afrique, c'est-à-dire à la régression au sens psychanalytique du terme, c'est quand Freud expliquait qu'un enfant arrive à 14 ans, 15 ans, il commence à faire à des accès eunérique, je pense, c'est-à-dire il fait pipi, et l'Afrique commence à faire pipi sur ses couches. Alors, vendre des êtres humains, c'est la pire des régressions, c'est même un niveau extrêmement bas de l'Afrique. Alors l'Europe propose de pouvoir les aider parce que les grands passeurs sont des Africains, ce n'est pas les Européens. Tout à fait. Et le Maroc, le danger du Maroc, c'est que la Tunisie a pratiquement des problèmes, la Libye, vous le savez, l'Algérie a fermé les frontières pour des raisons internes de xénophobie, de la pression de l'ensemble du continent noir qui veulent s'accumuler. Mais le Maroc est devenu un pays non pas de transition, mais de stabilité. Il a déjà régularisé la situation de presque 1,2 million. Mais imaginez demain, c'est tout ça la problématique. La CEDEAO, il y a 320 millions. Puisque le Maroc y rentre, il n'y aura plus de frontières, c'est le cahier de charge qu'il a signé. Tout à fait. Et si nous avons 1%, je ne dis pas 10%, 10% c'est 32 millions, mais 1% des Africains qui risquent de migrer, et c'est une migration qui est nouvelle, d'un nouvel ordre, parce qu'il n'y a pas de frontières au Maroc, on va se retrouver avec 3,2 millions. Déjà, avec 1,2 million, il y a des gros problèmes, puisque le Maroc, avec le chômage de 15% Tout à fait. Au niveau urbain et plus de 20% au niveau de l'agriculture, et donc je vous rappelle que l'agriculture au Maroc, c'est 72% de gens qui vivent avec 2 hectares, en raison de la endogamie. C'est-à-dire que les gens se marient avec leur cousine paternelle plutôt que la cousine maternelle, car il va récupérer, selon les traditions musulmanes de Sharia, c'est un bâton, c'est-à-dire une part pour lui, et une demi-part de sa cousine paternelle. Et ça lui permet d'avoir pratiquement 1,5 hectare de pouvoir, parce que si elle se marie avec quelqu'un de l'extérieur, il va venir y habiter, et c'est des conflits. C'est pour ça que quand les gens vont demander la main d'une fille, quand les parents ne veulent pas discuter sans aucune diplomatie, ils vous disent non, elle est réservée pour son cousin. Tout à fait, tout à fait. Et alors, les problèmes, selon vous, professeur, qui bloquent un petit peu ce processus de développement, comme j'ai précisé tout à l'heure, il y a peut-être les problèmes démographiques, sécuritaires, chômage, emploi et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner votre analyse par rapport en fait à ces obstacles? Alors, si on fait une projection sur 2020-2025, il y a un certain nombre de problématiques auxquelles les Africains n'ont pas pensé. C'est d'abord le problème climatique, qu'on appelle le stress climatique. Ce n'est pas le changement climatique qui est d'ordre scientifique, c'est le réchauffement climatique qui est dû à une activité industrielle humaine. Ce qui veut dire, ce qui nous intéresse au niveau de l'Europe, c'est le réchauffement, donc avec la fonte des glaces et puis la montée des eaux à 1,5 mètre. Certains pays risquent de disparaître au moins partiellement. Je pense à la Pays-Bas, puisqu'on les appelle les Pays-Bas, ils sont en dessous de la mer en termes pas de météo, mais d'altimètre. Et là, il va y avoir 40%. Certaines îles risquent de disparaître. Mais ça, c'est le problème des Européens qui sont capables de le vivre, puisque déjà la Hollande, sur le Danube, ont commencé donc à travailler en mettant des
des espèces, pas d'éponges, mais des chambres à air grandeur nature qui permettent, en cas de montée des eaux, la maison flotte. Et ça coûte très cher. Et c'est une vision de l'habitat de type moderne. Et avec l'agriculture sur les toits. Donc c'est possible pour eux de s'adapter parce qu'ils ont les moyens technologiques. Mais en Afrique, il va y avoir un problème, c'est le réchauffement. Et ce réchauffement climatique, il y a des conséquences qui sont terribles. Nous aurons donc une nouvelle immigration qui n'est plus de réfugiés ou d'immigration économique, mais c'est une immigration climatique. Oui. Parce qu'il n'y aura pas... Deuxième chose, l'eau, le stress hydrique. Et le stress hydrique, quand il n'y a pas de point d'eau, donc les États se sont faits sur la base hydrique, partage des eaux. Lorsque vous n'avez pas d'eau, vous avez la mort du bétail et vous avez les gens qui ne peuvent ni... et avec la déforestation et avec la désertification qui avance avec pratiquement 1 kilomètre par an, vous aurez un deuxième stress ou le troisième stress qu'on appelle la sécurité alimentaire. Qui ne peuvent plus donc survivre. Et là, il va falloir changer les habitudes, un peu comme chez les Japonais, au niveau de l'Asie, de manger des insectes, etc. Alors comment on appelle ça, ce stress qui est hydrique et ce stress qui est de la sécurité alimentaire va engendrer automatiquement ce qu'on appelle une pression de l'immigration du sud vers le nord. Et le sud-sud n'est pas capable, puisque l'économie mondiale au niveau international, l'Afrique ne représente que 2% sur... Et l'investissement de la Chine, par exemple, sur les 50 dernières années, c'est 4%, 5% à la limite. Mais pas plus, ça n'a pas changé. Et là, il y a d'autres stress. Nous allons continuer sur les autres stress, mais on va faire une petite pause de 5 minutes et on revient. Madame, Monsieur, on revient dans 5 minutes pour continuer notre débat avec le professeur Abdellatif Fekkak. Merci de nous avoir suivis. Merci. Madame, Monsieur, rebonsoir. Donc on revient pour continuer notre débat avec le professeur Fekkak sur le sommet euro-africain qui s'est déroulé il y a quelques jours en Afrique et précisément à Abidjan. Professeur, nous avons parlé de quelques stress, si on peut les appeler comme ça, démographiques, hydriques, sécurité alimentaire, et vous avez dit éventuellement qu'il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez continuer? Alors il y a le problème pour lequel est arrivé l'Europe, c'est d'abord le chômage et l'avenir des jeunes et le problème de l'emploi. Comment vous allez créer l'emploi? Et là, il faut le co-développement, comme on disait, pour pouvoir stabiliser les gens. Et ce qui est très important, c'est la formation, mais à condition qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau qui ne soit pas récupérée par les... Donc, il faut falloir trouver dans un système. Ça, c'est très important. Il y a également... En économie, il y a ce qu'on appelle la robotisation de l'économie, la modernisation de l'économie qui est liée à la mondialisation et qui n'a pas de frontières, et ça ne s'arrêtera pas. Et là, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître ou qui seront biodégradables, et il va falloir revoir. Ce qui fait que nous sommes dans une société de transition énergétique, et on sait qu'une société ne peut pas se développer sans énergie renouvelable pour le futur. Le Maroc a pris donc des dispositions, des initiatives sur un an, deux, et aujourd'hui ou hier, je pense, ils ont donné 50 hectares avec 34 hectares avec les Chinois pour des voitures électriques, ce qui permettrait de réduire les effets de serre au niveau de l'Afrique, puisque le Maroc était un participant, un acteur très important au niveau de la COP 22, et la COP 22, il a appliqué tout ce qui se passait sur le COP de type 21. Donc la modernisation un expert comptable, ça sera un logiciel, une secrétaire, ça sera un logiciel, les téléphones et les standards, ça disparaîtra. Il y a des camions aujourd'hui, etc., qui seront... Donc, ce qui fait que là, il va falloir trouver une situation, mettre le curseur
sur la formation pour que les gens rattrapent le retard. Parce qu'il y a une régression aujourd'hui. Le Maroc, comme d'autres pays en Afrique, quand on regarde un peu le rapport de l'UNESCO qui est sorti il y a une semaine, ils sont parmi les derniers. C'est-à-dire que les enfants arrivent au collège, ne savent ni lire ni écrire. C'est pour ça que le Maroc a mis beaucoup d'investissements sur la petite enfance pour pouvoir faire aimer la lecture. Et aujourd'hui, l'écriture, la lecture, le calcul, enfin les fondamentaux, les bases que doivent connaître un élève, ne sont pas acquis, surtout avec maintenant Facebook, avec la culture orale, et les gens ne savent plus calculer, etc. Reste maintenant, comme je disais, ça c'est une transition de type, et il faut qu'il y ait la transition énergétique, mais il y a aussi les sociétés qui sont en transition, mais technologique. Et il va falloir qu'au niveau de technologie, qu'on mette aussi le curseur, et le train est parti pour nous, au niveau de l'Afrique, mais il va falloir qu'on aille vers la station prochaine pour pouvoir le faire. Et la station prochaine qui nous attend, ce sont les binationaux, qu'il va falloir comment les faire retenir. Mais les retenir dans les conditions, dans des terrains qui sont pas très propres, avec la corruption, avec l'absence de la moralité, avec le népotisme, avec... ce ne sont pas dans des états de droit. Le Maroc, lui, il a pris conscience de ces enjeux majeurs et il essaye en tout cas d'être à niveau par rapport à tout ça, mais par rapport aux autres pays africains qui sont vraiment encore en décalage avec ce processus progressif du Maroc. Est-ce que vous pensez, professeur, qu'il y a un moyen efficace justement pour synchroniser ou harmoniser les pratiques au niveau de l'Afrique afin d'atteindre, en tout cas de lutter pour justement avoir cet équilibre au niveau de l'Afrique? Il faut toujours avoir de l'espoir pour, au moins je dirais, les bicontinentaux, les binationaux qui sont ici, dans la capitale mondiale, la capitale de l'Europe comme celle de Bruxelles, Paris, Londres et l'Allemagne. Il faut donner du rêve à ces gens-là. Qu'est-ce que c'est le rêve? C'est de leur faire dire que vous pouvez attraper la Lune. S'ils ne l'attrapent pas, ben ils deviendront des stars. Et ça, c'est une vision de type mondial. Je dirais une autre chose qui est très importante, parce que qu'est-ce que c'est l'infrastructure? C'est l'école, c'est la santé, c'est le transport, c'est les 3D. Les 3D que la Banque mondiale, dans le développement des villes et des régions de l'Afrique, des régions du Maroc, des régions de la Tunisie, ou d'autres. C'est quoi? D'abord, premier D, c'est la réduction des distances, pour que la mobilité soit facile pour l'ensemble des gens au niveau de l'emploi, etc. 2, il faut qu'il y ait le regroupement de la démographie. On ne peut pas avoir une démographie qui est éparpillée pour regrouper les écoles, pour mettre des pôles technologiques, des centres d'appel, des offshoring, la compensation industrielle, l'offset, les SDL, les SDR, etc. Tout ceci, on ne va pas le créer, mais on va en bénéficier de ce qui se passe en Afrique. Et le 3e D, c'est trouver des formes de développement, mais endogamiques. On ne peut pas faire un transfert. Le transfert d'une technologie, c'est très bien, mais le développement doit partir sur la base d'une culture, sur la base d'une région. Quels sont les avantages comparatifs d'un État, d'une région, pour que les choses puissent se vendre? Et comme disait Peter Hagen, pardon, il fait de la transparence internationale, mais c'est Smitho, un des papes de la politique, je dirais, aux États-Unis, du management. Il disait une superbe phrase: vous ne pouvez pas demander la qualité des institutions, vous ne pouvez pas donner de la qualité, je dirais, et du savoir à un marché ou à un peuple qui ne le demande pas. C'est comme disait aussi une belle phrase qui est restée dans les mémoires de Pasteur. Vous pouvez avoir une idée géniale, théologique, qui descend du ciel, mais là, il faut qu'elle tombe sur un terreau capable de la faire grandir. Mais si elle tombe dans l'asphalte, dans des cerveaux lysencéphales qui n'ont pas de culture, ben la fleur va être... Et c'est ce qu'on appelle le développement durable. Justement, professeur, quels seraient selon vous les moyens peut-être métacommunicationnels ou métaposition, etc., que
l'Afrique a besoin pour créer justement ces nouveaux leaders qui vont pouvoir justement répondre, être acteurs de changement pour progresser en fait positivement au niveau des États. Alors, les sociologues nous ont démontré qu'il y a 3 choses pour changer des États et des sociétés. Il n'y en a que 3, il n'y en a pas beaucoup. La première, c'est vous changer les leaders. C'est la première des choses. Et le leader, soit il est élu, soit c'est un technocrate. En tout cas, la compétition, la meilleure, c'est le meilleur qui doit prendre le meilleur poste. Parce que la technocratie veut dire, depuis le prix Nobel de Galbraith en 1964, qui a parlé de la technostructure, cela veut dire que demain, il y a un certain nombre de bourgeois, ou de capitalistes, ou de gens qui ont de l'argent, qui l'investissent dans un cadre d'un État libéral, qui ne s'occupe pas du social, c'est pour ça qu'on les appelle maintenant, le social a fait le fonds de commerce des socialistes, bah, tout le monde veut. Et ces gens-là, vous les créez, ils sont charismatiques, ils sont, comme disait Max Weber, ils sont des traditionnels. Mais il faut les former en fait. Il faut. Quand vous parlez de les créer, parce qu'il existe des leaders qui sont aussi autocratiques, mais le choix du casting, qui sont directifs et non directifs parfois, qui sont qui n'ont pas cette définition d'un leader qui va dans le positivisme. C'est pour ça que je dis quelle est la forme. Vous savez, les démocraties, c'est le reflet des sociétés. Les gouvernements et les États, c'est l'image de la société. On ne choisit, il ne tombe pas du ciel, mais il va falloir trouver que, quitte à la limite, comme tu me disais tout à l'heure au niveau du football, faire appel à des binationaux et des bicontinentaux au niveau de l'Afrique. Parce que les uns et les autres, et là il faut des leaders, et vous laissez ce leader la possibilité de choisir. C'est comme quand un directeur d'équipe va arriver, vous lui donnez, il a du monde entier au niveau des joueurs, mais il choisit les meilleurs car il porte le drapeau, l'hymne national, il porte un capital immatériel. Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre avec votre pied un ballon dans un filet? Mais il y a 4 milliards de gens qui vous regardent. C'est un capital immatériel, parce qu'en Afrique, comme d'ailleurs au Maroc, la Banque mondiale vous dit, quand vous avez un capital et que vous l'investissez, vous n'avez que 40% de rendement. Et là, il y a un problème, comme disait, je vous dis, Pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y a cette fleur-là que je voulais vous dire. Lorsqu'elle tombe, si le terreau n'est pas prêt à la recevoir, à l'accueillir et de la développer, eh ben, elle va mourir. Donc, c'est le cas de l'Afrique maintenant. C'est le cas de l'Afrique, c'est le premier. Alors, il faut des leaders binationaux, des leaders bicontinentaux, qui n'ont pas cette espèce de... la frontière, l'identité nationale, le problème religieux, etc., n'a rien à voir avec faire les États. Une autre vision, un autre cadre de référence, une autre manière de gestion et de management. Un autre mode d'économie, puisque les économies à l'heure actuelle, au niveau de l'Afrique, ils ont porté leurs limites. 2, il faut le changement des structures politiques. La qualité politique, qu'on appelle ça au niveau de le capital immatériel. La qualité des institutions est extrêmement importante pour que l'huile, ça fonctionne. Il faut que, par exemple, on ne peut pas se permettre dans des pays africains d'avoir 2 chambres. Une seule suffit, l'autre n'est pas décisionnaire. Avec 600 personnes qui ont donc un salaire, c'est difficile et qui sont des illettrés. Alors, faire la démocratie comme figuratif, comme du folklore ou faire de la danse de vente, ça ne sert à rien. C'est de la perte d'argent. Il faut apprendre aux gens comment avoir un seul ambassadeur, un seul président et se regrouper pour avoir une force, une surface de négociation, un peu comme Tyson. Lorsque vous mettez avec n'importe quel boxeur, mais qui est plus, parce que les États sont petits, c'est des États petits mini-jupes. En plus, on veut créer des États comme l'Algérie-Zario pour avoir un petit peu l'accès à la... Il vous donne un coup de poing et que si vous esquivez, vous risquez de partir avec un rhume. Donc la deuxième, c'est les qualités des institutions, la démocratie pour tous et la méritocratie pour chacun. Si ces gens-là, les binationaux, les bicontinentaux, sont partis, ils ont trouvé leur place et qu'ils sont extrêmement bien placés, aujourd'hui il y a des ministres, aujourd'hui ils auraient été dans leur propre pays, vu leur famille, vu leur situation, ils n'auraient jamais pu tenir un poste. Mais ils travaillent au bénéfice de l'Europe. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir
Comment? Et troisième chose, c'est le niveau culturel. Le niveau culturel est très bas, très extrêmement bas. C'est-à-dire, ce sont les valeurs d'un certain nombre de pays n'existent plus, même au niveau religieux. La religion musulmane vous dit ne pas voler, ne pas faire ça. Vous entendez ça sur Facebook, vous entendez ça sur la radio le vendredi. Mais vous, aujourd'hui, vous y allez dans une mosquée, vous prenez votre babouche parce qu'ils vont vous la voler. Les ministres qui deviennent avec les régions, aujourd'hui, vous avez vu 180 personnes qui ont été dégagées par Sa Majesté parce qu'il y a la Cour des comptes, ils ne sont pas dans les... Qu'est-ce qui se passe en dehors du... Puisque ce nettoyage que Sa Majesté est en train de faire constructivement au Maroc n'est pas justement la suite de tout ce travail qui va servir justement à être prêt à répondre à ces besoins. C'est une bonne toilette, oui. Mais il faut le Genève. Ben, c'est une bonne conclusion, professeur Fkak. Je vous remercie d'abord encore une fois de venir jusqu'à Bruxelles. Je vous donne un dernier mot. Alors, c'est au niveau juste de la conclusion, je dirais d'abord à ces leaders doivent avoir ce qu'on appelle une bonne gouvernance qu'on apprend au Maroc. Mais la bonne gouvernance est un état de droit. C'est d'abord l'éthique politique, c'est très important. 2, c'est la transparence économique. 3, c'est le choix du casting des hommes politiques. 4, il faut équilibrer la justice sociale avec des équilibres de la disparité entre les régions et les États. Et 5, il faut développer ce qu'on appelle la régionalisation, c'est plus humain, pour qu'on puisse vendre la région avec des avantages comparatifs et être plus humaine. Et là, je dirais cet entretien avec vous risque de déconcerter les théoriciens des binationaux ou des bicontinentaux qui réfléchissent peut-être l'aide de ce 5e sommet Euro-Afrique avec une vision un peu continentale de sauver l'Afrique de sa biodégradabilité, ou alors les prédateurs vont tirer tout l'ensemble du matière première parce que l'intelligentsia des matières grises se trouve à l'extérieur. Mais ces gens-là qui réfléchissent avec cette dimension continentale n'ont pas le pouvoir pour prendre des décisions. Et il y a les gens qui sont des élus ou des gens trop élus, je dirais désignés pour être élus, mais avec regret, c'est pour ça que j'ai dit trop peu, avec regret, qui eux sont dans les décisions politiques, sont des gens qui sont ministrables, sont des gens qui sont illettrés pour une raison ou une autre, mais qui n'ont pas cette vision mondiale, cette vision bicontinentale de se rattacher à l'Europe, sinon on est biodégradable. L'Afrique aujourd'hui avec l'Europe bouge, et le plus grand risque pour les locaux, les hommes politiques aujourd'hui, s'ils ne changent pas cette mentalité, et s'ils ne bougent pas, je répète, ils sont biodégradables. Merci professeur, merci. J'espère qu'on va vous écouter, qu'on va vous entendre et qu'on va vous suivre aussi, parce que vous êtes vraiment dans le bon chemin et vous avez une vision qui est vraiment tout à fait crédible par rapport au futur de l'Afrique. Je vous remercie. Madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir. Je vous attends la semaine prochaine avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.